Dès le départ, le jour où il va nous quitter, je me fais cette réflexion, je me dis, j'ai vu Paul écrire presque tous les jours pendant sa maladie. Mon père a toujours écrit surtout, il a voyagé dans le monde entier, il adorait la Polynésie entre autres, et puis l'Algérie, il était fou de l'Algérie, il adorait ce pays. Il avait pris des notes toute sa vie et il l'a fait pendant sa maladie aussi. Et je me suis dit, je vais regarder ce que Paul a écrit, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et 8 mois plus tard, il y avait une réunion publique à Aulnay-sous-Bois. Je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que je voie les lieux, que j'entende tous les intervenants, Nicole et Gérard Voide, les lanceurs d'alerte, et puis les autres, je ne les connaissais pas. J'ai pris la voiture, encore chancelante, je suis arrivée là-bas et j'ai bien fait, parce que j'ai, outre Nicole et Gérard, j'ai rencontré Annie Thébaumony. Annie Thébaumony, donc, qui est sociologue, chercheur en santé publique, qui était la compagne d'Henri Pézra. Aujourd'hui, elle est présidente de l'association Henri Pézra, en mémoire donc de son compagnon. L'association Henri Pézra, elle regroupe des victimes de l'amiante, des pesticides, du nucléaire et puis d'autres pollutions. Et je lui ai fait part de mon projet à cette dame que je ne connaissais pas encore. Je lui ai dit, voilà, Paul, mon père a laissé des écrits et à ma connaissance, il n'y a pas eu de témoignage de victimes de l'amiante. Qu'est-ce que vous en pensez? Et elle m'a dit, mais effectivement, il n'y a jamais eu de témoignage, donc envoyez-moi vos écrits et je vous dirai ce que j'en pense. Alors j'ai continué à écrire ce double témoignage qui est celui de mon père et le mien, et je lui ai envoyé, et puis très rapidement elle m'a répondu, c'est là qu'on a commencé à se tutoyer toutes les deux, il faut absolument que tu publies, il faut absolument, et puis elle m'a écrit par la suite la préface. Le livre est sorti quelques mois plus tard, il s'appelle Amiante et mensonge, notre perpétuité. Amiante, on aura compris, le mensonge il est à tous les niveaux, étatique surtout, médical, et puis la perpétuité, pour nous elle est morale. Il a été difficile à sortir ce livre puisque les éditeurs étaient frileux, et puis il est sorti chez une petite maison d'édition à Paris qui s'appelle Vérone, et à ma grande surprise, à sa sortie, les médias nationaux s'y sont intéressés, comme Le Parisien, France 3, et puis ce qui m'a touché énormément, c'est le premier article dans Charlie Hebdo, écrit par Fabrice Nicolino, que j'aime énormément et dont je lis les blogs et les articles depuis des années. Et puis voilà, le livre existe aujourd'hui. Paul, même s'il n'est plus là, peut quand même témoigner, et moi aussi du coup. C'est un carnet de bord sur 15 mois pour que mon père ait la parole là-dessus. Ce livre, je ne me fais pas d'argent dessus, je le vends au bénéfice des associations. Le but, c'est que non seulement Paul puisse s'exprimer malgré tout. Il m'avait demandé, mon père, avant de nous quitter, d'aider à faire cesser cet état de non-droit. Ce sont ses mots. Ça a été ma manière à moi d'accéder à sa volonté. Et puis, il y a des choses aussi qui m'ont motivé encore davantage pour le faire publier, ce livre, notamment un texte d'Henri Pézra qu'Annie Thébaumony m'a donné la permission de reproduire à la fin de mon ouvrage. C'est un appel à témoignage qui date de 2008. Henri Pézra est décédé en février 2009, donc ça date d'1 an avant son décès. Henri Pézra se demandait dans cet appel à témoignage pourquoi un certain protocole qui a soigné et guéri, j'insiste bien, des gens atteints de mésothéliome, pourquoi ce protocole n'a jamais été validé? Il était en phase 4, la dernière avant mise sur le marché. Nous, chez Banasbestos France, on a une amie, une adhérente, qui a été, je dis bien a été, atteinte d'un mésothéliome au grade 1, qui a pu bénéficier de ce traitement et qui s'en est sortie. On connaît également les cas de riverains de l'usine Eternit de Casal Monferrato en Italie, qui ont passé la frontière et qui à l'époque se sont fait soigner à Marseille. C'était un protocole qui était laissé à Marseille et à Créteil. Et ces gens-là
heureusement, s'en sont sortis aussi. Quand le mésothéliome était pris vraiment au tout début, au grade 1. Pourquoi il n'a pas été validé ce traitement? Pourquoi est-ce qu'on laisse encore en place un traitement validé en 2006 qui est mondial, qui aide les gens à mourir plus vite? Pourquoi? Parce que la majorité des victimes de l'amiante, ce sont des ouvriers. Et que les victimes ouvrières, dans le monde actuel, on s'en fiche. Alors l'amiante, c'est un crime capitaliste de masse qui se poursuit encore en 2020 dans des pays, dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, qui se poursuit en Russie, qui se poursuit au Kazakhstan, qui se poursuit en Chine, qui se poursuit en Inde, au Bangladesh, où on fait encore désamianter, mais ils n'en ont même pas conscience, où on fait encore détruire des bateaux, des bâtiments de la marine nationale par des gosses et à main nue. Le Clémenceau, ça a pu être évité en 2006 grâce à l'intervention d'Annie Thébaumony qui était allée plaider devant la Cour suprême en Inde. Mais là, en 2020, fin 2020, il y a encore des enfants qui travaillent à main nue sur ces bâtiments que l'Europe envoie sur les plages à Alang et ailleurs. Voilà, tout ça continue. Et puis, en France et dans le monde entier, on laisse mourir les victimes, principalement ouvrières, parce que elles ne comptent pas. C'est toujours 10 morts par jour. Le mésothéliome en France est identifié depuis 55 ans et il n'y a pas de traitement. Les ministres de la Santé successifs se sont... je ne sais pas, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est dans la suite logique. C'est dans la suite logique de tout ça, de la désinformation, de l'interdiction qui a été reportée le plus longtemps possible et maintenant on continue à laisser les gens mourir. On en est là aujourd'hui. Et c'est juste insupportable. Alors les victimes de l'amiante, elles se retrouvent une fois par an à Paris avec l'association nationale Andeva. On défile, et puis après on rentre chez nous. Il n'y a plus de médias, pratiquement. Et puis ce scandale, on n'en parle plus. Sauf que l'amiante en place cause des morts encore tous les jours. Il y a en France une moyenne de 73 kg d'amiante par habitant. Et puis Eternit, qui avait choisi son nom, puisque proche étymologiquement d'éternité, qui était censé donc créer ce matériau en fibrociment qui allait durer pour toujours, eh bien les toitures en fibrociment et autres sont en train de se déliter avec le temps. Une fibre d'amiante, ça peut être 100 fois, voire plus petit qu'un cheveu. L'amiante, c'est incolore, c'est inodore, et on ne sait pas quand on est contaminé. Et puis, il y a des gens qui, tous les jours, tombent malades. Attention, je parle des humains, mais tout ce qui respire tombe malade. Humain et non humain. Et la catastrophe sanitaire se poursuit, sans traitement, comme je viens de le dire, et puis sans responsabilité pénale. Alors, en 2017, ça a été le summum. Le président Macron venait d'être élu depuis quelques mois, quand les premiers non-lieux sont tombés, alors que les premières plaintes ont été déposées au pénal en 1996. Eh bien, les uns après les autres, les non-lieux sont tombés. Ça a commencé par Amisol, à Clermont-Ferrand. Amisol, c'est la même chose que le CMMP. Les mêmes conditions de travail pour les ouvriers. Ensuite, il y a eu Ferrodo-Valeo, il y a eu les mineurs de Lorraine, et puis le plus connu, Eternit, a bénéficié aussi d'un non-lieu. Alors, le prétexte fallacieux du parquet de Paris pour donner tous ces non-lieux, c'est qu'on ne peut pas dater précisément la contamination d'une victime. Qui était responsable de l'entreprise quand M. X a été contaminé? Quand a-t-il été contaminé? On ne peut pas le définir, donc il n'y a pas de responsable. Ce qu'il faut savoir aussi, alors bon, c'est outrageant pour les victimes, non seulement pour les victimes, mais pour les familles, c'est que juste avant l'interdiction de l'amiante, en 1994, la législation avait déjà prévu de toute façon d'exonérer tous ces gens-là, puisqu'il y a une loi du 1er mars 1994, si je ne me trompe pas, sur la personne morale, qui de toute façon exonère ces gens-là puisqu'ils bénéficient à chaque fois de la prescription.
Et puis, 3 ans après l'interdiction, on est en l'an 2000, pardon, on est au mois de juillet 2000 exactement, il y a une autre loi qui va tomber sur les délits non intentionnels. C'est-à-dire que ces gens-là n'avaient pas l'intention de tuer. Sauf que, on le sait, depuis 1906, d'une manière certaine, on savait que l'amiante était cancérigène. Donc, toutes ces lois servent à couvrir. Aujourd'hui, on en est à des non-lieux qui tombent, mais à des ouvriers qui continuent à mourir, des riverains qui continuent à mourir. Pour ma part, dans ma famille, j'ai perdu un oncle 2 mois après mon père d'une asbestose. Il avait 11 ans de plus que mon père. Il est venu à sa cérémonie sous oxygène, et puis 2 mois plus tard, il était mort. Les morts continuent à se succéder. Pour le CMMP, on en a répertorié, quand je dis on, ce sont les associations qui en ont répertorié déjà plusieurs centaines, donc toutes riveraines. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les associations demandent la liste des ouvriers du CMMP depuis plus de 20 ans, et qu'on refuse toujours, les autorités freinent des 4 fers pour nous la donner, cette liste des ouvriers. Alors ce sont des personnes, là je sais que la vidéo va être diffusée sur internet, donc profitons-en. Ce sont des personnes qui étaient majoritairement originaires d'Algérie et de la région de Tlemcen, et qui sont rentrées malades au pays, qui sont décédées. Mais si ces personnes-là ont des descendants, il y a de grandes chances pour que ce soit le cas. Ces personnes, ces descendants, ont des droits. Donc il faut absolument que ces personnes contactent les associations, et en premier lieu, BAN Asbestos France, BAN B-A-N, Asbestos, A-S-B-E-S-T-O-S, plus loin, France. Et là, on pourra faire quelque chose pour les aider. Il y avait quelques Aulnésiens aussi, bien évidemment, dans ces ouvriers. Il y avait un gros turnover. Et voilà, tous ces gens-là, ce sont des oubliés. Alors, l'ARS, l'Agence régionale de santé, avait promis en 2001 à ces associations d'effectuer un travail de recherche sur les personnes qui auraient pu être contaminées par le comptoir des minéraux et matières premières d'Aulnay-sous-Bois. Seulement à l'époque, qui est aux manettes de l'ARS? Une fois de plus, c'est M. Claude Évin qui va tout faire pour reculer les choses. Et l'ARS va faire un travail minimal de recherche de 2014 à 2016 en se basant sur les anciens registres des écoliers d'Aulnay-sous-Bois. 14 000 noms vont en sortir, 7 000 vont être contactés sur les 14 000. Alors qu'il existe une étude du GISCOP, donc le GISCOP, c'est le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, le GISCOP 93, en 2011-2012, lui, va effectuer une étude qui estime la population potentiellement touchée à 40 000 personnes. 40 000 personnes. Le CMMP, lui, a arrêté l'amiante, bien évidemment, en France, en tout cas. C'est ce que je peux dire d'une manière certaine ici aujourd'hui, puisque l'amiante est interdit en France. Ils ont donc délocalisé, ils sont dans l'Aisne, et puis au niveau d'Aulnay, ils n'ont payé que 3% de la dépollution du site. Ce sont les Aulnésiens malades qui ont payé la dépollution. En tout cas, la plus grosse partie. Sur 16 millions d'euros, le CMMP a payé 480 000 euros. Voilà. Il n'y a pas eu un mot de ces dirigeants successifs. Alors, elle avait été fondée, cette entreprise, donc en 1932, implantée donc en 1937, ouverte en 1938 à Aulnay. Elle avait été fondée par un monsieur Pierre Boursier, et puis après, à son décès, cette entreprise s'est transmise de mère en fille. On en est donc à la 3e PDG, femme à l'heure qu'il est. Elle s'appelle Joëlle Briot. Et Madame Briot, pas plus que sa mère, Françoise Briot, qui à ma connaissance est toujours de ce monde, et que l'on voit nier ce qu'a fait le CMMP dans plusieurs vidéos que l'on trouve sur le site de BAN Asbestos France. Quoi que des écoliers aient pu être contaminés, mais vous n'y pensez pas,
Vous n'y pensez pas, on les voit dire ça dans les vidéos, ce sont leurs propos. Je ne fais que les reprendre. Ces personnes-là n'ont jamais eu un mot pour toutes les victimes, passées, présentes et à venir. En 2018, j'ai même vu à la une de la Tribune la PDG actuelle, Joëlle Brilhaud, en train de vanter sa petite entreprise Made in France en disant en gros elle était venue sur le plateau avec plusieurs minéraux et elle présentait par exemple, vous voyez, ceci c'est du mica, mesdames, quand vous vous mettez des crèmes de beauté, quand ça brille, ben voilà, c'est le mica, on fait partie des personnes qui fournissent le mica. Pas un mot sur le génocide différé commis sur les communes d'Aulnay-sous-Bois et de Sevran à partir de 1938 et pour plusieurs décennies. Il n'y a rien. Il n'y a pas un mot, il n'y a rien du tout pour les victimes. Les victimes, on continue à les recenser. Comme ma famille, il y a des personnes qui sont parties d'Aulnay-sous-Bois, qui... J'ai en mémoire l'histoire d'un monsieur qui, au moment de la médiatisation dans le Parisien, quand nous on comprend, ce monsieur est à New York, il est malade, il est sur son lit d'hôpital, il va mourir, et il va comprendre à ce moment-là ce qui lui arrive, où il a été contaminé. Tout ça pour dire que la dépollution effectuée en 2010, les enfants ont pataugé dedans, donc jusque-là, l'ont respiré, les enfants de l'école du bourg, et les autres. Il y en a au moins pour 3 générations encore de malades sur Aulnay-sous-Bois. Voilà. C'est absolument terrible. Ni oubli ni pardon. Il faut faire savoir les choses. Le CMMP, ce n'était pas un géant de l'amiante, c'était pas Saint-Gobain, c'était pas Eternit. Parlons-en d'ailleurs, je vais y arriver, de Saint-Gobain. J'ai découvert, en revisionnant une vidéo il y a très peu de temps, là, que sous le gouvernement, le deuxième gouvernement Rocard entre 1988 et 1991, le patron de Saint-Gobain, celui qui fut le patron de Saint-Gobain, en tout cas de 1961 à 1986, Roger Fauroux, était devenu ministre de l'Industrie. Là, on faisait carrément entrer le lobby de l'amiante au gouvernement, quoi. Donc voilà, un mensonge d'État, un crime capitaliste de masse, hein, c'est bien résumé dans l'intitulé choisi par mes amis de la Fédération anarchiste. Et puis, eh bien, une impunité totale, un permis de tuer qui se poursuit. Hier dans l'amiante, aujourd'hui dans l'amiante, demain dans l'amiante, et parallèlement avec d'autres pollutions type pesticides et nucléaires. Et le permis de tuer en France existe bel et bien, puisque ces gens-là sont couverts par les lois. Voilà. Je voudrais rebondir sur les écoles environnantes CMMP. Est-ce qu'il y a eu des prélèvements d'air qui ont été faits entre 80 et 2010, là, pour le coup, pour vérifier qu'il n'y ait pas des particules d'amiante qui se volatilent dans l'air? Est-ce qu'il y a eu des choses de fait, en fait, par la mairie, par la préfecture, je ne sais pas. Par les services de l'État, il n'y a jamais eu rien de fait. C'est à eux effectivement d'agir. Mais... Ah non, les services de l'État se sont montrés complètement inopérants et les associations, elles ont fait tout ce qu'elles ont pu, elles ont surtout agi au niveau de la dépollution. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est cet arrêt officiel en 1995 avec, comme je l'ai dit, l'installation d'un broyeur en 77 qui va broyer 50 tonnes par jour. Et puis à côté de ça, tout un tas de choses qui vont continuer. En 86, on les retrouve quand même dans l'annuaire de la chimie, etc., etc. Et puis, ce qui est édifiant, c'est un film de 2001, justement, fait par les associations, à l'intérieur de l'usine. Il y en a pour plus de 40 minutes, c'est consultable aussi sur le site de Ban Asbestos France. Et là, quand on voit le film, on est édifié, puisque dedans, c'est encore bourré d'amiante. Alors, une production qui s'arrête en 1975, il faudra m'expliquer. Voilà. Au niveau des écoles, bon ben, de toute façon, les chiffres continueront à tomber au niveau des victimes, hein, ça c'est sûr. Mais il y a vraiment des victimes emblématiques, hein, comme cette dame qu'on voit là sur le panneau qui se réfère à l'empoisonnement collectif causé par le CMMP. Cette dame, là, Gisèle Delay, qui était donc orthodontiste et qui venait soigner, vérifier en tout cas les dentitions des élèves des écoles une fois par an, ça suffit pour qu'elle attrape un mésothéliome. Elle s'est beaucoup médiatisée,
Et elle expliquait que bon, bah, c'était vraiment... elle connaissait la toxicité de l'amiante et elle habitait Aulnay, pas à côté de l'usine, mais elle expliquait que si elle avait su que la ville où elle habitait avait abrité, avait hébergé une usine d'amiante, elle aurait déménagé depuis longtemps. Et elle l'a subi de plein fouet, puisqu'elle a développé cette pathologie, elle s'est beaucoup médiatisée, et puis bah, elle n'est plus là aujourd'hui, quoi, voilà. Et elle disait, c'est avec mes impôts que la municipalité a payé la démolition et la dépollution de l'usine. Et elle avait raison, cette dame. Voilà, ce sont des destinées complètes qui ont été, comme elle le disait elle-même d'ailleurs dans des vidéos, flinguées en plein vol. C'est vraiment ça. Donc nous, c'est ce qui nous est arrivé à plusieurs reprises. Il y a des familles, comme la famille Maurice, je peux les citer puisqu'ils se sont médiatisés aussi. C'est d'ailleurs, Daniel Maurice, c'était un des 2 meilleurs amis d'enfance de Paul, mon père. Il y a 8 morts chez eux. Et puis, il y a des familles plus cruellement touchées en nombre encore, comme la famille Mesogui, qui compte 13 morts. Je sais que la plus jeune victime s'appelait Sabine. Je sais qu'elle avait 44 ans. Et que son décès est encore assez récent. Voilà. Et que les victimes vont continuer à tomber sur Aulnay, sur les communes avoisinantes, sur Sevran, sur Villepinte, au Blanc-Ménil, etc. quoi, à Livry-Gargan. Mais bon, les communes les plus touchées, bien évidemment, ce sont Aulnay et Sevran. L'État et ses représentants dans cette affaire ont été complices du pollueur du début à la fin. J'ai même vu à la réunion publique de 2016 un monsieur que j'ai pris pour quelqu'un de l'ARS, puisqu'il défendait le bilan de l'ARS sur la recherche des anciens écoliers, et il les défendait bec et ongles. Et en fait, il s'agissait d'un député, un député socialiste, hein, qui n'est plus député, monsieur